Boker Tov, nous sommes le 28 octobre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. De la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. Et nous retrouvons en effet à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, nous allons commencer cette revue de la presse par une très sérieuse tension politique à l'intérieur de la coalition et même au sein du parti Yamina. Oui, Lana, et ce matin, c'est le Israël Hayom qui nous alerte en première page sur ce qu'il appelle la guerre au sein du gouvernement, Milchama. Il parle de termes, on va dire, très belliqueux. Quelques instants avant le vote du budget, la coalition est en train de trembler, affirme le quotidien gratuit qui revient sur les révélations de l'analyste politique de la chaîne 12, Amit Segal. Hier soir, dans le journal télévisé, Segal a diffusé des extraits audio de propos très critiques tenus par Ayelet Shaked, la ministre de l'Intérieur, sur Yair Lapid. Lapid, dit-elle, est superficiel et il nous fait chaque année chaque semaine un attentat politique que Naftali doit ensuite réparer. Fin de citation. Shaked a téléphoné hier soir à Lapid pour s'excuser, mais au Likoud, on a sauté sur l'occasion pour fustiger le gouvernement israélien. Autre zone de tension, le parti travailliste qui a vivement critiqué hier Benny Gantz pour avoir annoncé la construction de 1300 unités de logement et pour avoir qualifié d'entité terroriste 6 ONG pro-palestiniennes affiliées au FPLP. Et enfin, au sein de Yamina, le torchon brûle entre la députée Shirley Pinto et le député Amir Kara. Et l'occasion ce matin de se pencher bien sûr sur ce qu'écrivent les éditorialistes israéliens à propos de ces tensions. Ariel Kahana explique dans le Israël Hayom que les attaques de la gauche israélienne contre Benny Gantz ne sont pas futées et de rappeler que Gantz est depuis le début depuis la formation du gouvernement le maillon faible de ce gouvernement en l'attaquant comme elle le fait ces derniers jours. Merav Michaeli, la présidente du Parti travailliste, ne gagne rien et risque de faire exploser l'actuelle coalition. Pour Ariel Kahana, c'est l'instinct d'autodestruction de la gauche israélienne qui s'est réveillée ces derniers jours. Dans son éditorial, Yehuda Schlesinger, toujours dans le Israël Hayom, s'en prend à Yair Lapid, qu'il accuse de ne pas respecter les promesses faites dans le passé et qui rappelle que ces dernières années, Lapid s'était opposé à l'attribution de fonds de coalition alors qu'il en distribue généreusement apparemment dans le prochain budget de l'État. Même son de cloche de la part de Merav Batito dans la page éditoriale du Yediot de ce matin. Elle parle de la morale à deux vitesses du Premier ministre par alternance et rappelle elle aussi que lorsqu'il était dans l'opposition, Yair Lapid avait vivement critiqué l'usage visant à distribuer des fonds de coalition. Une fois au pouvoir, Lapid est complice d'agissements qu'il avait dénoncés lorsqu'il était dans l'opposition, écrit-elle ce matin. À ce propos, en page 12, le Yediot parle également du flip-flop de Lapid et le Grand Quotidien revient lui aussi sur les fissures qui apparaissent ce matin sur le rempart de protection de la coalition gouvernementale. Un mot du Israël Hayom à présent avec un titre ce matin politico-diplomatique que l'on trouve en première page du quotidien. Oui, le Israël Hayom annonce que Bennett a exercé des pressions pour faire valider la construction de quelques 3000 unités de logement en Judée et Samarie, et ce, en dépit, on le sait, de l'opposition farouche des Américains. Anthony Blinken a téléphoné à Benny Gantz pour lui dire que cette décision était inacceptable, problématique et décevante. C'est une légalisation de points de repeuplement, a déclaré Blinken. Et le Israël Hayom se fait également l'écho ce matin d'une manifestation qui a été organisée hier par plusieurs mouvements de la droite idéologique israélienne qui protestent contre l'intention d'Anthony Blinken de rouvrir le consulat général des États-Unis au centre de Jérusalem, un consulat qui est fermé depuis l'ouverture de l'ambassade des États-Unis en 2018 et qui devrait, selon les Américains, être l'adresse des Palestiniens dans Jérusalem. C'est selon les manifestants la porte ouverte en direction de la création d'un État palestinien. De son côté, le Maariv consacre sa page d'ouverture ce matin à un développement encourageant lié à la baisse de l'épidémie. Oui, face aux données extrêmement favorables qui confirment la fin prochaine de la 4e vague, le Premier ministre Bennett et le ministre de la Santé Nitzan Horowitz ont décidé d'annuler les restrictions de rassemblement en plein air qui étaient encore en vigueur en Israël et qui, il faut bien l'avouer, n'étaient pas tellement respectées ces dernières semaines. La levée de cette limite sera mise en application vendredi, comme par hasard le jour même du 10e marathon de Jérusalem qui doit rassembler au cœur de la capitale plus de 10 000 coureurs et organisateurs. En marge, le Maariv indique également que le gouvernement envisage d'autoriser sous certaines conditions l'entrée en Israël de touristes qui ne seront pas vaccinés.
Et puis le Haaretz donne ce matin la parole à Yossi Klein qui, dans son éditorial, se pose une question étonnante. Oui, est-ce que l'État d'Israël existera toujours dans 10 ou 20 ans ? C'est la question que se pose Yossi Klein, et pour illustrer cette question, il raconte qu'il a rencontré au cours des derniers jours au café un ami à lui qui, il y a de nombreuses années, a décidé de s'exiler de plein gré aux États-Unis. Il avait à l'époque soigneusement préparé cette démarche puisqu'il avait appelé ses enfants Sean et Nathalie et qu'il s'était choisi une profession dans la haute technologie afin de pouvoir s'intégrer professionnellement rapidement. Il vit à New York, mais son cœur est à Tel Aviv, dit-il, et cet ami est apparemment inquiet de ce qu'il voit et qui est en train de se passer en Israël. Tellement inquiet qu'il ne voit pas par contre l'avenir d'État d'Israël et qu'il ne voit pas l'État d'Israël survivre au-delà de 10 à 20 ans. Un éditorial qui s'inscrit une fois de plus dans l'orientation résolument post-sioniste que le Haaretz s'est choisi ces dernières années. Et puis enfin, pour terminer, le Yediot lui consacre ce matin sa manchette à un problème que des millions d'automobilistes israéliens connaissent plutôt bien, Daniel. Oui, y compris votre serviteur, il s'agit de ces interminables bouchons sur les autoroutes, sur les périphériques et dans les grandes villes, des bouchons qui se sont considérablement rallongés ces derniers mois et qui, comme le titre le Yediot Aharonot, transforme Israël en pays bouchonné. Le Yediot Aharonot cite de récentes données qui indiquent que le volume de la circulation dans les grandes villes israéliennes aux heures de pointe a augmenté. Tenez-vous bien, de 18% à Tel Aviv, de 35% à Jérusalem et de 49% à Haïfa au cours de l'année écoulée. Le Yediot Aharonot explique entre autres que pas au moins de 200 000 nouveaux véhicules ont pris d'assaut les routes israéliennes cette année et qu'en dépit des estimations selon lesquelles le corona avait poussé les Israéliens à travailler chez eux, eh bien il n'en est rien. Les bouchons s'allongent de semaine en semaine et si l'on veut comprendre pourquoi le Yediot Aharonot se penche ce matin sur une double page sur ce dossier, eh bien on le découvre en encadré car le Yediot Aharonot nous convie en fait à la conférence qu'il organise lui-même sur les problèmes de transport en Israël le 22 novembre prochain.